Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Amaury. Amaury, un très bon ami. On se connaît depuis, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, peut-être maintenant, plus que ça, je sais Ouais, pas. à Ça peu fait près par là. longtemps. Et ça me tenait à cœur que tu viennes dans le podcast, Amaury, parce que pour moi, tu es un des spécialistes que je connaisse dans le domaine de l'IA, dans le domaine des technologies. On parlait là aussi de biohacking. En fait, dans tous ces domaines un petit peu de peut-être avant-gardistes, technologiques, je sais pas comment on pourrait les qualifier. Et j'avais vraiment envie, parce que dans ma communauté, j'ai beaucoup de personnes qui prennent conscience que l'IA prend une part de plus en plus importante dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent notamment, principalement ChatGPT. Mais il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux autour de l'éducation, il y a des enjeux, il y a énormément d'enjeux, on va sûrement en parler. Et comme on a souvent des discussions sur le sujet tous les deux par message interposé, je me suis dit, bon allez, on va se faire un épisode, comme ça on va aller vraiment dans le cœur du sujet. Avant d'aborder tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais là, Maury? Yes, merci Jérémy pour l'invitation. Écoute, vu que c'est origine, on va commencer par l'origine. En fait, moi, étant gamin, je voulais être inventeur. Et j'ai plongé très rapidement dans la technique. Ma mère m'avait mis au club électronique au collège. Et alors là, j'ai découvert la vie. J'ai commencé à inventer plein de petits trucs. Je rentrais les soirs, j'avais un petit atelier dans la maison. Et j'ai inventé plein de choses, donc des alarmes pour pas que mes sœurs rentrent dans mes chambres, enfin des trucs de gamin, quoi, mais des trucs qui ont vraiment été l'étincelle de toute ma carrière. Et puis, naturellement, je suis passé d'électronique à l'informatique quand j'étais ado. Et après, j'ai fait mes études en informatique, 10 ans en tant que formateur et dans le milieu bancaire aussi, où j'ai géré des ingénieurs qui développaient des applications. Donc voilà. Et j'ai sauté à pieds joints dans le monde de l'entrepreneuriat en 2012. Et d'ailleurs, c'était un peu avant ça je pense on s'était rencontrés parce que tu étais un des bêta-testeurs de ma toute première start-up, donc dans les années 2011-2012. Ouais, Et Whoopstore. yes, ouais. Ouais, je m'en Et souviens donc, très très bien. première start-up, premier échec, c'est là que j'ai vraiment appris que cette toute première aventure, j'avais pas en fait la connaissance, les compétences, le réseau et surtout l'état d'esprit pour réussir. Donc ça a été une des plus grosses leçons de ma vie et en même temps, j'en suis ressorti plus fort. Et à partir de là, j'ai commencé à faire ce pourquoi j'étais le meilleur. J'ai créé une activité de CTO as Services. En fait, CTO, c'est le Chief Technical Officer, c'est le directeur technique des startups. Autrement dit, c'est celui qui va créer les produits. Et donc, j'ai commencé à aider les startups autour de moi à vendre mon temps en tant que freelance. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, dans Origine, l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, donc tu nous as parlé un petit peu de ton enfance succinctement, Mhm. qu'est-ce qui fait que tu te sois autant intéressé à ces sujets de euh, euh, créer des choses? Pour moi, tu vois, tu as une vraie... parce que je te connais très bien aussi, je sens ce côté très inventeur. J'ai l'impression que ce qui te nourrit profondément, c'est d'avoir des idées, donc de les inventer, de les créer. C'est pas juste les inventer dans ta tête, c'est aussi les mettre en place. Tu as créé beaucoup de choses. C'est quoi qui est à l'origine de ça, de ce truc, de cette passion pour découvrir des nouvelles fonctionnalités, créer des choses, mettre en place? Parce qu'on va en parler avec l'IA. Si t'en es venu à ça, c'est pas pour rien, mais tu vois, c'est quoi qui joue là-dedans? Alors, me concernant, j'ai peut-être pas fait suffisamment de travail sur moi-même pour ça, mais je pense que l'humain, de toute façon, est un créateur. Il est là pour créer, c'est dans notre ADN, hein. Étant gamin, je pense que j'ai eu la chance d'avoir tous les Lego qui allaient bien, la liberté de créer. Puis comme j'avais des sœurs qui étaient plus jeunes que moi, en fait j'étais un peu seul. Donc en fait t'es livré à toi-même, tu t'inventes, tu crées. Et c'est comme ça que ça a dérivé. Après j'avais aussi un grand-père qui bricolait beaucoup, donc je le regardais faire. Et ça t'inspire. En fait, je pense que l'environnement dans lequel on grandit nous inspire. Et donc, comme tu sais, comme tu le dis si bien, crée l'humain qu'on devient en tant qu'adulte. Voilà, j'ai pas cherché l'introspection plus loin que ça, mais globalement, je pense que c'est de là que ça vient. Ça me va, ça me va. La première question à Maury, entre 2012, quand tu crées ta première boîte, et aujourd'hui 2025, même 2026, du coup probablement quand sortira l'épisode, j'ai l'impression qu'il y a un fossé technologique. Quelle évolution t'as vue? Et notamment, qu'est-ce qui s'est passé, qui s'est transformé ces 3-4 dernières années avec l'arrivée des IA? Il y a en effet un monde. Alors déjà,
pour terminer un peu l'introduction, moi j'ai attaqué en tant que directeur technique il y a plus de 10 ans et depuis j'ai accompagné plus de 600 startups sur divers projets. De l'intelligence artificielle évidemment, de la blockchain, la robotique, enfin tout type de projet technologique. À partir du moment où il y a un composant logiciel, j'ai à peu près fait ce genre de truc, de réalité augmentée, etc., etc. La réalité virtuelle aussi. Donc on voit globalement les choses progresser d'une manière quasiment linéaire, on va dire depuis jusqu'à 2022, jusqu'à la sortie de ChatGPT. Et mon business a progressé de la même manière. L'expérience que j'avais, alors les technologies évoluaient, il y avait ce qu'on appelait le no-code, qui a été un petit mouvement qui, dans le monde de la startup, était très important et qui l'est toujours un peu aujourd'hui, mais qui est en train de se faire clairement grignoter et voire bouffer par l'IA. Et là, en 2022, la sortie donc des LLM, hein, des Large Language Models, donc autrement dit ChatGPT, et les équivalents, qui ont apporté une certaine réflexion. Et cette réflexion, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un bloc de Lego en fait. C'est encore un bloc de Lego et on est en train de se rendre compte quel magnifique assemblage on peut faire avec ces composants-là. Euh, alors, peut-être que je peux parler rapidement de ce sur quoi je bosse actuellement. Donc, j'ai deux Vas-y, projets vas-y. sur lesquels je bosse énormément. C'est une organisation virtuelle à base d'agents IA. Parce qu'en fait, le monde de la startup a radicalement changé. Aujourd'hui, au lieu d'embaucher des personnes, des stagiaires, des alternants, chose que j'ai fait pendant des années, ben en fait, on arrive à un monde où on peut être solopreneur et avoir l'équivalent d'une équipe de 2, 3, 4 personnes qui bossent pour soi. C'est pour ça que je te parlais de l'enjeu de l'évolution par rapport à il y a quelques années, parce que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont solopreneurs ou même peut-être qui sont salariés, hein, parce qu'en réalité, quand tu es salarié, tu peux l'utiliser aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a cette bascule entre je devais faire appel à un freelance ou avoir des équipes ou me débrouiller seul en passant des heures, avec un accès à de l'information, un accès à des compétences qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Il y a un impact direct, en effet, sur le service qu'on peut aller chercher ailleurs, que ce soit un designer, que ce soit quelqu'un pour nous interviewer, pour écrire des articles de blog, etc. Tout ça, j'aurais dit c'est le siècle dernier, mais non, c'est 2024, c'est 2023, c'est les années qui viennent de passer. Moi, j'ai eu payé mais pendant des années, des assistantes pour m'interviewer, pour écrire des articles de blog, pour créer la trame de mes vidéos YouTube, etc. Tout ça, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin parce que le LLM le fait mieux, le fait 24 heures sur 24. Et quand on sait bien l'utiliser, on peut avoir des moments de réflexion qui sont juste extraordinaires. Le mode vocal, en allant marcher, on discute et on dit voilà, je veux écrire un article, je veux faire ci, je veux faire ça pour telle audience. Évidemment, il faut qu'on utilise ça avec un GPT qui connaisse un peu qui on est, hein, qui soit un peu entraîné. Et c'est accessible à tout le monde, hein. Il y a juste à créer un GPT, lui dire tiens, voici mon business. Et on lui dit le but de cette discussion, c'est de faire ceci. Et alors, on peut partir dans des réflexions qui sont profondes, qui sont très techniques, qui sont très pointues. Et pour de la production de contenu, déjà, ça, c'est juste extraordinaire. Pour de l'invention, donc là, je repars sur le projet que j'avais commencé à parler, c'est celui de l'organisation virtuelle. C'est d'avoir des agents IA pour chaque rôle. Aujourd'hui, on est noyé par une quantité d'outils qui, certes, permettent de créer des petites vidéos avec un prompt. En fait, on peut tout faire avec des prompts, mais tout est bordélique. Enfin, c'est ma vision en tout cas. C'est qu'on Ouais, a je suis tellement de d'accord. choses, on est complètement noyé avec la possibilité de, mais en fait, dans les faits, eh ben, pour avoir quelque chose de A à Z, c'est très compliqué et tu vas passer plus de temps à comprendre comment un outil va fonctionner, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, et à peine tu commenceras à savoir comment t'en servir, qu'il y en aura un autre qui sera sorti qui sera meilleur. Et donc au final, on n'a pas le temps et l'humain, euh, de manière générale, nous, on n'a pas le temps de s'adapter à une technologie qu'elle est déjà dépassée. Et en fait, je pense que c'est vraiment, ça résume ce qui est en train de se passer et la transition qui est en train de se passer. Avec espèce de constat, je me suis dit, moi-même, qui suis là-dedans et qui me sens dépassé alors que c'est mon métier, j'ai besoin d'avoir un cadre un peu plus macro et donc de créer une équipe
avec des agents IA qui vont être capables de déléguer les choses entre elles, de communiquer entre eux et d'avoir le cœur même de mon équipe qui va être la donnée. Alors quand je dis la donnée, c'est parce que je suis informaticien, mais qui va être qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre âme, quelle est notre mission, quelle est notre vision, euh, quels sont nos personas à qui on s'adresse. Toute cette donnée-là bien structurée va être l'identité de mon entreprise. Et une fois... Ouais, Tu vas-y. peux juste préciser ce que c'est un agent IA pour les personnes Ouais. qui seraient pas. Un agent IA, c'est quelque chose, c'est on va dire que c'est un bout de logiciel qui va être capable d'exécuter une série d'actions et de prendre des décisions. Quand on utilise ChatGPT, on va lui poser des questions, on va le nourrir éventuellement, mais généralement, on a une entrée, une sortie, mais c'est assez linéaire. Un agent IA va pouvoir être capable de faire plus que ça. Par exemple, il va être capable de créer un article de blog, première étape. Deuxième étape, il va être capable d'évaluer cet article de blog sur 5-10 critères, et ensuite de dire, tiens, corrige-moi les éléments qui ne correspondent pas au niveau de qualité que je pourrais souhaiter. Et donc, du coup, on va avoir une boucle comme ça, qui va tourner 3-4 fois, on va pouvoir donner une limite, en disant, bah, au lieu de dire à ChatGPT, crée-moi le meilleur article de blog, on va pouvoir créer un algorithme qui va améliorer l'article de blog jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de qualité souhaité. Ça, c'est un exemple, mais on peut créer en fait la même logique que l'on va avoir, quasiment pas dans un cerveau humain, mais une logique d'apprentissage et une logique de j'ai besoin de telle sortie, de tel niveau de qualité. Pour aller un peu plus loin dans l'explication, donc ce sur quoi je suis en train de travailler sont des agents qui vont connaître mon entreprise, qui ont évidemment la connaissance du monde entier des LLM classiques, des ChatGPT, de OpenAI et autres, et à qui je vais aussi être capable de donner des instructions pour exécuter une tâche. Mais la différence que je vois aujourd'hui, c'est qu'on peut aller sur... alors tout le monde parle de playbook dans mon domaine. Ce sont des procédures à suivre, hein. Et ça, je vous recommande de le faire d'ailleurs. Si vous commencez à utiliser ChatGPT, créez des instructions, des prompts qui soient étape 1, tu fais ci, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, etc. Comme ça, après, on suit bien. Et il arrive même maintenant à dire, tiens, étape 4, réévalue un peu si oui ou non les trucs qu'on pouvait améliorer, et donc il peut faire même des petites boucles d'amélioration. Donc il commence à devenir quasiment un agent. Et donc, mes procédures aujourd'hui, on les extrait de quoi? Ben, d'un influenceur qu'on a regardé sur YouTube, d'un post qu'on a vu sur Instagram. Et en fait, on a une quantité d'informations, encore une fois, qu'on emmagasine, mais qu'on n'est pas capable de délivrer. Et donc, le but de ce sur quoi je suis en train de travailler, qui est encore en phase de R&D, c'est de créer cette mécanique de dire, tiens, telle chaîne YouTube, telle vidéo, tel contenu, tu me le mets dans ta base de données, tu me le transformes en procédure, et une fois que c'est transformé en procédure, à ce moment-là, tu as cette connaissance-là, et si je te demande une tâche demain de me créer un post sur LinkedIn, eh ben, tu vas aller chercher tous les meilleurs tips que tu avais pu regarder dans toutes les vidéos YouTube que je t'ai envoyées, et tous les contenus, et tu vas suivre la meilleure procédure possible pour exécuter ma tâche. Et là, on en revient sur un vrai agent qu'on va entraîner avec de la donnée que l'on aura sourcée nous, donc qui est pour nous pertinente. Et donc on crée une mécanique d'apprentissage. Et c'est ça pour moi le vrai but. C'est pas simplement utiliser le LLM et ce que vont mettre OpenAI dedans, mais c'est de créer notre propre agent, non pas simplement avec nos données où on peut rechercher, ce qui est alors, désolé si j'utilise des termes techniques, mais c'est ce qu'on appelle le RAG, R-A-G. C'est une base de données et dans laquelle on peut rechercher. Et ça, pour moi, c'est que la base. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Il faut enseigner des procédures, des pratiques, des choses à faire à notre agent IA. Voilà, désolé C'est pour hyper les échanges intéressant. Non, mais techniques. c'est hyper intéressant parce que on en a souvent parlé tous les deux. Toi, j'ai l'impression que tu vois vraiment l'utilisation de l'IA comme, non pas comme quelque chose où c'est un puits de connaissances sans fond et on va puiser, mais finalement on se sent un peu dépassé, on sait pas trop ce qui se passe. Tu le vois beaucoup plus comme un second cerveau. C'est comme ça que tu le qualifies, j'ai l'impression souvent, avec cette idée de euh, le but, c'est pas qu'elle me remplace, le but, c'est qu'elle me rende plus performant, plus productif, qu'elle puisse être connectée à ma manière de faire, ma vision, tout ça, avec une connaissance que j'ai pas, pour avoir peut-être un niveau de compétence de ta part, indirectement grâce à tes agents, qui vont faire que tu vas être peut-être, je sais pas, plus productif, plus je sais pas quoi, mais plus dans, j'ai l'impression que il y a un peu cette idée-là. Hmm. En fait, l'IA est un levier. Est un levier à tous les niveaux. Pour créer un article de blog, ce qui est le truc le plus simple, je prends cet exemple,
mais demain pour diriger une entreprise. Les paris sont ouverts par Mark Zuckerberg et les grands de ce monde pour savoir à quand est la première entreprise qui fera 1 milliard de chiffre d'affaires avec une seule personne, un seul humain. C'est le but. Et ils savent que ça va arriver. Ils savent pas si c'est 2026, enfin, ils savent que c'est entre 1 et 5 ans globalement. Mais ça va arriver. Et ça sera la personne qui sera le mieux articuler justement ses agents et concevoir ses agents pour reproduire ce qu'il ferait lui-même. Donc, à notre échelle, et quand je dis à notre échelle, je nous englobe tous, parce que finalement, je ne serais pas cette personne et on n'est pas au même niveau que ces personnes-là. Notre but aujourd'hui, c'est d'utiliser des outils IA pour des petites tâches et au fur et à mesure, cascader ces petites tâches et se faire d'améliorer notre productivité. Et pas chercher la perfection à avoir tout le temps le dernier cri, parce qu'au final, on fait rien. Mais c'est plutôt de mettre en place, ok, ça, j'ai un besoin, je l'exécute, et après, next, je vais passer à un autre besoin. Donc c'est à Ça mon ressemble approche. à quoi? Pardon. Hmm. Ça ressemble à quoi pour toi la vie d'un graphiste en 2035? Un graphiste, un graphiste qui va faire quoi? Du branding Ben, est-ce que justement, est-ce que le métier n'existera plus? Est-ce que dans ta vision, tu vois, je prends le graphisme parce que il y a un enjeu avec la génération d'images, avec tout ça, tu vois. Est-ce que ta vision, c'est dans 10 ans euh, vraiment des métiers qui sont pour autant ancrés depuis des décennies vont disparaître? Ou est-ce qu'ils vont se transformer et que le rôle qu'on aura dans nos activités en tant que freelance, en tant que chef d'entreprise, tu le dis, tu vois, quand tu dis euh, créer des process, transférer un petit peu ces manières de faire pour avoir plus d'impact, il y a ça, mais il y a aussi à un moment la question qui se pose de ok, si mon activité, c'est d'être sur Photoshop toute la journée, de faire des créations parce que j'adore créer, est-ce que c'est quelque chose qui va complètement disparaître parce que les personnes pourront le faire par eux-mêmes? Est-ce que ce sera un rôle un peu de directeur artistique finalement qui va chapeauter des agents IA pour créer des contenus et être le relais entre le client et les automatisations? Comment tu vois les choses, toi? T'es pas devin, mais tu vois. je vais essayer d'être le plus objectif possible avec la vision que j'en ai, qui est certainement biaisée, qui est de la spéculation, mais qui est la vision que j'en ai. Je pense que le métier existera quasiment plus. Pourquoi? Je vais quand même justifier mes propos. Non pas parce que il n'est pas nécessaire, je pense qu'en fait, le vrai cœur de métier sera d'aider les gens à exprimer leurs besoins. Aujourd'hui, un graphiste, il va vendre son service à la boulangerie du coin, au supermarché, à telle ou telle activité du coin. Demain, ces petites activités-là, dans 10 ans, et on parle dans 10 ans, auront pris l'habitude de demander à une IA, tiens, j'ai besoin de revoir mon branding, j'ai besoin de faire un logo, j'ai besoin de faire ceci. Il y a déjà plein d'outils qui le font aujourd'hui, pas forcément accessible à tous, mais ça commence déjà à être sympa. Et, euh, et ça crée des choses en fait. Donc, c'est l'humain va être de plus en plus nécessaire dans l'expression du besoin, dans savoir quoi demander, mais pas dans la réalisation. La réalisation, dans 10 ans, on sera moins bon sur beaucoup de domaines. Ouais. Vraiment Du coup, beaucoup de domaines. les enjeux sociétaux pour toi, c'est quoi? C'est arriver aujourd'hui à déjà intégrer pleinement dans nos activités tous ces outils et avoir la conscience de l'importance de se réinventer, l'importance de développer un petit peu les skills peut-être un peu plus humains encore à l'heure actuelle, qui sont peut-être une forme d'empathie, une forme de, j'ai envie de dire de coaching, dans ce que j'entends dans ce que tu dis, à ce côté, je sais pas si c'est vraiment du coaching, mais plus d'accompagnement. Tu penses que c'est l'enjeu ou ce sera autre chose? J'ai très sincèrement, j'ai vraiment pas la réponse. J'essaie de l'anticiper parce qu'évidemment, je suis dedans toute la journée et donc je me fais influencer par des gens meilleurs que moi encore, beaucoup aux États-Unis, qui voient un peu les choses. Encore une fois, on est sur de la pure spéculation, hein. Oui, c'est facile de, de, Voilà. de sortir un gros truc et qui fait un peu Je vais peur. sortir mon avis. Je vais quand même sortir mon avis, même s'il est malheureusement pas ultra positif. Euh, on est De mon point de vue, on est à la révolution des cols blancs. C'est pas mes propos, mais il y a eu la révolution des cols bleus il y a 100-150 ans avec l'industrialisation. Aujourd'hui, les professions intellectuelles sont
passe d'être remplacé à 95%. Et je dis ça en moins de 10 ans. C'est ma vision. Donc je pense que on va avoir un vrai problème qui est en fait, c'est un luxe en fait, hein. C'est-à-dire que l'humain n'a plus besoin de travailler. On avait le même luxe il y a 100 ou 150 ans avec la révolution Avec industrielle. avec le Fordisme et tout, c'était un peu l'enjeu du Fordisme, de dire, l'avancée technologique va faire que, les machines vont remplacer, certains boulots, mais on a vu que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ben, on en a créé d'autres. On en a créé d'autres. Oui, mais sur le côté, moins besoin de travailler, automatisation. En fait, j'ai l'impression que l'espèce humaine, et on le voit parce que, tu vois, rien qu'en s'intéressant à l'automatisation de manière très large, sans parler d'IA, il y a ce truc où tu te dis, ah ben génial, j'ai un nouvel outil que je peux utiliser. En fait, sur le papier, tu dis, ben c'est génial, je vais utiliser l'outil, puis j'aurai plus de temps pour moi. Sauf qu'en fait, tu utilises l'outil, et puis tu utilises le temps pour faire plus derrière, tu vois. J'ai quand même, il y a un peu cette course chez l'humain à toujours remplir le vide un peu, non? T'as pas l'impression? Ouais, 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 c'est certainement vrai. C'est certainement vrai. Il y aura, je pense, des besoins d'humain à humain qui vont être comblés. À mon avis, il y aura des grosses crises existentielles Hmm. de personnes qui n'ont pas forcément justement creusé sur quel est leur savoir, quelle est leur zone de génie, comme tu dis, pour l'exploiter, et des gens qui vont au boulot pour aller au boulot, histoire de faire tourner la marmite, qui à un moment donné vont se dire qu'est-ce qu'on va faire? On va, à mon avis, venir au revenu universel. Donc le revenu universel, c'est la version 2.0 du SMIC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professions de SMIC qui sont là pour apporter, pour créer de la valeur, mais qui ne créent pas nécessairement autant de valeur qu'ils sont payés. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des postes en France, hein, c'est dur à entendre, hein, qui sont payés le SMIC, mais qui créent moins de valeur que le SMIC. Et ça va être de plus en plus vrai. Parce qu'on va avoir demain des robots, des agents IA, etc., qui vont être capables de faire le boulot de ces premières mains, on va dire, et bien moins cher, pour quelques dizaines d'euros par mois de maintenance, alors que voilà, ça coûtera 100 fois plus cher de le faire par un humain. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, je me suis fait une réflexion c'était la semaine dernière, parce que j'entendais ces raisonnements sur le coût, tu vois, Mhm. et j'ai l'impression que, est-ce que c'est pas un peu biaisé? Parce que quand on voit le coût, oui, un coût, un abonnement sur une plateforme, 20, 500, 200, 300 euros, bon, si tu utilises des API un peu plus, machin. Mais la réalité, il y a le réel coût derrière, où quand on voit les investissements aux États-Unis, je crois que ça a quasiment atteint 3000 milliards de dollars. Du coup, en fait, le coût, il est pas si faible que ce qu'on peut le dire parfois, tu vois. Enfin, je sais pas, tu le vois comment, toi? Et je le Est-ce vois qu'il n'y a comme pas un un avis. fantasme un peu de se dire, oui, c'est pas cher parce que tu payes ton abonnement 20 balles à ChatGPT, sauf que derrière, en fait, il y a des milliards qui sont en jeu et qui sont un coût extrêmement important en termes d'infrastructure, Oui, de... mais en fait, c'est de l'investissement. Oui, il faut le voir comme un investisseur. L'humanité est en train d'investir dans son futur. Et malheureusement, on est à la course à l'investissement entre essentiellement les États-Unis, l'Europe et la Chine, même si l'Europe est pas, C'est enfin, pas c'est plus foufou. ouais, c'est les États-Unis et la Chine. Euh, et donc, du coup, c'est à celui qui va être le plus au top parce que l'IA. Et prenons une autre métaphore. Nous sommes en passe de créer une nouvelle espèce. Cette nouvelle espèce, on peut en faire nos esclaves, comme on peut en faire notre maître, notre être suprême, puisque cette espèce va être vouée à être plus intelligente que nous. Et elle l'est déjà sur de bon nombre de points, mais je pense que à moyen terme, alors quand je dis à moyen terme, c'est on va dire entre 30 et 50 ans, elle sera un être supérieur. C'est-à-dire qu'on aura pris le meilleur de l'être humain, on l'aura mis dans une machine et on leur a dit, maintenant tu te comportes comme un être humain, mais tu es bien meilleur que nous, et tu reprends tous les meilleurs comportements, les meilleurs états d'esprit que tu puisses avoir autour du monde, et sois cette personne. Et en fait, on conçoit notre être suprême, en fait, qui pourrait demain devenir notre boss, notre maître à nous, et voir des scénarios les plus catastrophiques possibles, hein, à la Terminator, etc., hein. Il y a des gens qui croient en ce type de scénario-là. Euh, la sécurité
de l'IA est un fait, puisqu'il faut qu'on enseigne à l'IA de préserver l'humain, hein. Je crois quand même pas mal à ce problème de sécurité-là. Donc, bref, Ouais, ça, c'est vraiment, moi je dis moyen terme, mais c'est à 30 ou 50 ans, c'est quand même relativement long terme, mais on va le voir. Enfin, on est encore jeune, hein, j'espère bien, de mais on le notre verra. vivant. De notre vivant, on aura vu la vie avant et après l'IA, et on va encore voir des choses, et je sais pas si je dirais extraordinaires, mais spectaculaires. Mm. Je me souviens, ma grand-mère, elle est née, bon, elle est décédée il y a quelques années, mais elle est décédée à 103 ans. Et du coup, elle a vécu plus d'un siècle. Et en fait, quand elle est née, il y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de toilette, pas de télé, pas de tout ça. À la fin de sa vie, il n'y avait pas encore les IA, mais il y avait un accès à la technologie incroyable par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle m'a toujours dit, oh, c'est génial parce que elle était vraiment ce truc d'être ébahie par la technologie. Tu vois, elle avait vraiment ce truc de passer de rien quasiment à tout ça. Elle avait un enregistreur à disque dur à l'époque avec sa télé, elle s'enregistrait ses petites émissions et tout ça. Et pourtant, quand elle faisait ça, elle avait 90, 95 ans. Mhm. Et en fait, elle était vraiment à fond parce qu'elle Fascinant. disait, elle voyait vraiment ça comme l'accès à un énorme confort finalement qu'elle n'avait pas eu petite et probablement dont elle avait souffert. Euh, Comment, par rapport à ce qu'on dit là, à tous les enjeux, bon, ça peut peut-être faire peur à certaines personnes, mais on voit qu'il y a des choses qui se jouent. Comment on se prépare à ça? J'en ai aucune idée. Je- c'est pas Podcast rassurant, c'est mais j'en ai fini, aucune merci idée. Amaury. Je pense que ce qu'il faut, pour finir la discussion sur laquelle on était, il faut analyser les aspects R&D, de ressources et de Recherche développement, et développement. recherche et développement. Euh, Aujourd'hui, on évolue à la vitesse de la R&D de l'humain. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on fait des découvertes, on crée de nouvelles choses. Sauf que l'IA est, a priori, de ce que l'on dit, la dernière évolution. Parce qu'en fait, on est en train de créer la R&D exponentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que des chercheurs mettaient 1 an, 2 ans, 3 ans à aller chercher, et ben aujourd'hui, que du compute, c'est que de l'ordinateur en fait. Donc on va être capable de se dire, et les découvertes vont aller à une vitesse exponentielle. Donc là, ce qu'a vécu ta grand-mère sur 100 ans, les mêmes changements que elle a vécu, il est fort probable que nous, on les vive sur 20, 30, allez, max 50 ans. Mais c'est pas exponentiel, ça sera moins, ça sera 30 ans max, je pense. Ce qui veut dire que l'espèce humaine va radicalement changer. Donc comment on se prépare à ça? Ben moi, je prépare mes enfants en fait. Me concernant, bon, on se débrouillera. Mais en fait, il faut préparer nos enfants. Déjà, nos enfants, je pense qu'ils travailleront pas toute leur vie. Ça sert à rien qu'ils fassent une carrière complète, hein. Il va y avoir des robots qui seront meilleurs qu'eux, donc ils vont travailler peut-être les 10, 20 premières années. On va avoir une Pourquoi au vie. démarrage? Pour apprendre les bases un peu? Tu vois ça comme ça? Parce que tu Alors, vois, c'est aujourd'hui, je suis assez ambivalent et je suis sur deux axes. Je suis sur un axe purement manuel parce que je pense que les métiers manuels vont être finalement les métiers qui seront remplacés sur le tard, peut-être que dans 10 ou 20 ans. Euh, et je suis sur l'IA à fond pour enseigner à mes enfants à contrôler l'IA et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit le monde, comment il évolue, on a vu les réseaux sociaux, l'impact que ça a, négatif évidemment, sur toutes des générations hein, qui ne savaient pas et qui se sont fait influencer, enfin la course à la dopamine, et ça a un impact qui est juste catastrophique sur ces nouvelles générations-là. Donc il faut aujourd'hui, et c'est une super transition d'ailleurs sur l'autre sujet sur lequel je voulais partager, il faut préparer cette nouvelle génération. Donc nous, en tant qu'adultes, eh ben, on est sur du court terme en fait. Nous, on va réagir. nous, Mais on va subir, on est un peu les mis de alors, on côté, va tu penses? subir des changements et on va réagir. Bon, on va réagir comme on pourra. Nos enfants, par contre, on est en train de les construire. Et il faut les construire à cet avenir pour qu'il y ait dans 10 ou 20 ans. Alors moi, mes enfants, entre 4 et 11 ans. Donc, évidemment, comme je suis dans la tech depuis le début, comme je suis à fond sur ces sujets-là et que ça me passionne, presque ça me tourmente. Alors, je dors bien la nuit, hein, voilà, mais ça me questionne énormément et profondément, hein.
je me dis: «Il faut que j'arme mes enfants, il faut que je les éduque, il faut que je leur apporte tout ça». Donc ça commence par quoi? Ça commence par le travail manuel évidemment, la créativité. Juste, je Ouais, te vas-y. coupe une petite seconde. Du coup, pour toi, il y a ma question comment se préparer, il y a un enjeu énorme d'éducation. Oui. En OK. fait, C'est c'est la pour toi, capacité à l'humain la à se réinventer. préparation, c'est ça? OK, C'est la capacité à l'être humain à se réinventer. OK. La Donc résilience, c'est quand tu vas subir quelque chose. Donc on va subir des choses. La société va subir, des des gros, trous dans l'emploi, en fait, parce que l'emploi va être remplacé. Donc il va falloir créer de nouveaux besoins. Heu, bon, on verra. Quels seront ces besoins? Parce qu'en fait, on vit déjà très confortablement, hein. On est dans une ère où, on meurt quasiment plus de faim, je veux dire, on arrive toujours à subir, mais à survivre. Donc on subvenir va à nos on moyens, aux voilà, besoins. ce que je voulais te disais tout à l'heure, hein, enfin, je voulais dire tout à l'heure, c'est que on est passé de 90 de la population qui était agriculteur à 2 et encore, je crois que c'est à l'échelle mondiale. Et là, toutes les chaînes industrielles qui produisent ce que l'on mange au quotidien, bon, il y a encore de la main-d'œuvre qui le fait, mais ça, ça va quasiment disparaître. Donc en fait, on va être que sur des métiers, pas quasiment plaisir, mais il y aura plus vraiment on aura plus besoin d'aller bosser si on n'a pas envie, en fait. Et c'est d'où le revenu universel qui va devoir, à un moment ou à un autre, être mis en place. Heu, D'où la conscience de se dire, «Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui me nourrit?» Parce que tu vois, moi j'ai l'impression que, au même moment où il y a un peu peut-être ce Graal chez certaines personnes de se dire: «Ah c'est génial, je pourrais faire ce que j'aime». Il y a aussi un fossé parce que moi j'ai l'impression que 80, je sais pas 95 peut-être plus, j'en sais rien, je j'ai pas de chiffre, précis, mais la majorité des personnes ont aucune conscience de qu'est-ce qu'elles aiment vraiment, qu'est-ce qui les nourrit, parce qu'elles sont dans une forme de fantasme aussi, de se dire: «Ah quand j'aurai du temps, je ferai ça» et en fait, tu te rends bien compte que quand tu as du temps, tu as fait ton truc pendant, 1 semaine et puis tu t'ennuies. Pour moi, il y a un vrai enjeu de, de compréhension profonde de quels sont nos besoins, mais pas un besoin en surface pour compenser, nos manques. De vraiment besoin de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à l'humanité, qu'est-ce que j'avais envie d'apporter à mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter. Enfin, en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que c'est obligé de passer par là parce que sinon, t'es que dans un fantasme où tu te dis ah génial et puis au bout d'une semaine, tu t'ennuies et t'as envie de faire autre chose, quoi. Bah, tu veux réagir à ça ou? ouais, en fait, on a besoin en effet de creuser ce qu'on a envie et je pense que l'entrepreneuriat est la meilleure école de développement personnel, personnellement. Parce qu'en fait, à un moment donné, si tu fais quelque chose que tu aimes pas, tu vas pas le faire longtemps. Donc Ouais, tu creuses et tu creuses et puis tu cherches et puis tu te réinventes et puis tu évolues et puis tu pivotes et puis et ça, mais c'est super. est-ce que tu vois pas une limite parce que hem, creuser, c'est très psychologique, c'est très dans la tête. Et je trouve que ce qui crée un bel équilibre dans nos vies, c'est que, on l'a dit en introduction, tu inventer des choses, tu les conceptualises et puis tu les Mmh, crées, tu vois? mmh. Et finalement, j'ai l'impression que, l'avancée technologique, les IA, peut-être les robots dans le futur et tout, ça peut nous priver de cette création-là. Et est-ce qu'un monde où je sais dis-moi ce que tu en penses, mais Ça va tu la vois? rendre Parce qu'on futile. on Ça va la on rendre parle futile. la création? Oui, c'est comme un potier, comme quelqu'un qui va, faire de l'art avec de la peinture. Ça n'a aucune valeur, enfin, c'est pas que ça a aucune valeur, ça a une valeur sentimentale, mais je veux dire, une valeur marché, ça a pas de valeur marché. Nos activités vont devenir de plus en plus futiles, en fait. En fait, on en est vraiment là. C'est qu'on en est à une phase où on est là pour vivre et pour se faire plaisir, mais pas pour créer de la valeur. Jusqu'à présent, l'être humain devait créer de la valeur pour vivre, pour survivre, pour avoir de la place, et demain, on va le faire pour notre plaisir. On va travailler pour le plaisir et le revenu universel fera que, les gens qui veulent pas travailler et qui veulent rien faire, et je pense qu'ils auront quand même une vie relativement misérable parce que le revenu universel permettra pas de tout faire, et je pense qu'il faudra de toute façon limiter, parce que sinon, notre planète sera encore plus exploitée et sera encore plus impactée, hein, parce que voyager tout ça, c'est vrai que ça a un certain coût pour la planète. Et seuls ceux qui, auront, creusé dans leur zone de génie, qui auront créé quelque chose, seront capables d'apporter de la valeur aux autres, iront chercher des revenus complémentaires et eux pourront vraiment se faire plaisir. Ouais, parce que dans la valeur,
j'ai l'impression que la réalisation pour l'être humain, ça passe par la confrontation à l'extérieur et donc le fait de créer quelque chose qui va être apprécié, validé, même si c'est pas une valeur forcément marchande, mais il y a quand même un truc de, tu vois, il y a quand même ce truc-là, j'ai l'impression. L'être humain a Non? besoin d'être reconnu. Ah ouais, On vit pour ça, on vit pour la reconnaissance aussi et la reconnaissance sera de plus en plus subjective parce que les IA feront des boulots. Enfin, de tous ces aujourd'hui, artistes. qu'est-ce qu'on est capable, nous, de créer qui a plus de valeur que quelque chose d'industriel? Et si on se pose la question, quasiment rien. Qu'est-ce qu'on Ça est dépend capable de ce créer? qu'on enrobe dans la création. Parce que tu peux créer un cercle de parole avec des gens, Ouais, ouais, tu vois, et que des gens qui viennent déposer peut-être des ressentis, j'imagine que ça a énormément de valeur, peut-être plus qu'un truc tout à fait. industriel comme une tasse, tu vois. Je pense que ça sera un des secteurs euh, où on sera de l'humain à l'humain, où les humains ne feront pas confiance aux machines et ils continueront. Donc ça sera un des secteurs qui va continuer à perdurer. Oui. Mais matériellement parlant, concevoir quelque chose, on est à une passe où on sera de plus en plus incapable de créer quelque chose de valeur. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, moi j'ai plein de questions, je me pose tout le temps, par exemple, euh, ce qui fait que les choses sont belles aussi d'une certaine manière Mhm. et qui permet l'apprentissage, on va revenir au côté apprentissage, éducation, c'est parce qu'on se trompe, tu vois. Et avec l'IA, j'ai l'impression qu'il y a un peu une quête de créer un nouvel être, comme tu disais, une nouvelle, je sais pas comment on peut le qualifier, qui serait entre guillemets parfait, tu vois. Et parfois je me demande, bon, je te partage ça comme ça, tu vois, mais parfois je me demande, c'est quoi le but de chercher une forme de perfection? Parce que je trouve que la vie, elle est belle parce que justement, tu vas, parce que c'est la vie, parce qu'un enfant, il apprend à marcher, tu vois. Moi, je vois mes enfants, ben, au début, ils galèrent, après ils se tiennent, et tu vois, il y a une forme d'évolution qui est belle en fait dans l'apprentissage. Et j'ai l'impression qu'il y a une quête et peut-être pas un fantasme, mais en tout cas, il y a une projection de l'IA de il faut créer un humain parfait parce qu'on est parfois peut-être frustré de pas être parfait nous. Mais c'est quoi la perfection, tu vois? Et je trouve que c'est beau aussi de se confronter aux difficultés. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion de grandir, d'apprentissage, de toutes ces choses-là, tu vois. Bon, Alors, petit questionnement que ouais, j'ai, non, mais c'est des questions existentielles, mais tu le vois à l'échelle d'un enfant, parce que ça peut être pour soi-même, pour l'enfant, ou pour créer une IA qui va tendre à être la perfection. Donc toi, tu me parles de l'enfant. non, moi, ce que je dis, c'est que dans la quête à avoir des IA parfaites qui ont toutes les connaissances, qui peuvent prendre des décisions qui sont millimétrées, tu vois, il y a un peu ce truc de ça fera pas d'erreur, tu vois. En fait, quand on parle de productivité, souvent il y a cette idée de être plus productif, c'est être plus efficace. Et qu'est-ce qui fait qu'on est moins efficace? C'est qu'on va se tromper parfois, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a du beau à se tromper aussi, tu vois. Il y a du beau à faire des expériences et je me pose la question, pour revenir à l'apprentissage, l'éducation aux enfants, de euh, c'est quoi le monde où en fait j'ai en coaching des personnes qui sont vraiment impactées parce que leurs parents leur disaient allez, t'aurais pu avoir 16 au lieu d'avoir 15 ou t'aurais pu machin, Mhm. dans une forme d'hyper exigence. C'est quoi le monde où en fait on a comme modèle un truc d'hyper exigence ultime finalement, connaît tout, qui sait tout, et je me dis, on fait quoi, tu vois, là-dedans? Tout dépend de la place que l'on veut prendre, en fait. C'est un choix de vie pour soi, pour ses enfants, et de la place qu'on veut leur donner. Euh, moi, je pense que c'est toute une question d'équilibre. Euh, je vais revenir sur la manière dont j'éduque mes enfants. Alors, en fait, parlons d'origine, et je vais revenir là-dessus. Ma première startup a été un petit trauma quand même. Parce que bah, j'ai perdu, je sais plus combien, plus de 30 000 € sur ce projet. Et j'ai décidé d'arrêter ce projet-là quelques mois avant d'avoir ma fille, ma première fille. Et donc, du coup, quand j'ai eu ma fille, je me suis rendu compte, mais en fait, t'étais trop nul, tu pouvais pas réussir, c'était impossible, t'avais pas les compétences, t'avais pas, enfin, et j'ai dit, en fait, pour réussir dans ce monde, il faut être une élite, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ce qu'il faut pour que mes enfants soient des élites. C'est des termes que j'ai, c'est dur, hein, c'est, Quand ta fille est arrivée,
Comment t'as pris conscience que tu n'avais pas les capacités? C'est quoi qui t'a confronté à ça? Plusieurs qu'on avait faites et tous les toutes les choses qu'on ne savait pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars confiant, tu dis: «Oui, bah, c'est bon, je suis un cadre dans mon métier, je suis un super informaticien, je peux créer une application, une plateforme web, nin mais en fait, il y avait des aspects marketing, des aspects, de communication, des aspects de relations, avec ses clients, enfin, de gestion, de tout. Enfin, il y a monter une entreprise, et encore plus une start-up, il y a tellement d'aspects qu'il faut connaître. On est parti à la course à l'investissement, enfin je veux dire, c'était pas réalisable, bref. Et donc du coup, ouais, je suis sorti de ça en disant: «Non, en fait, je veux créer des élites». Bon, et je suis parti quand même là-dessus et aujourd'hui, alors on sait l'équilibre, hein, tout est question d'équilibre, évidemment ma femme est pas là-dedans, elle est à fond dans la parentalité et avec beaucoup de bienveillance et voilà donc tout s'équilibre. Mais c'est ce qui en ressort, c'est génial parce qu'en fait, on crée des enfants qui sont libres, qui choisissent, qui font des choix qui sont alignés avec les 2, qui sont libres, de suivre ou pas en fait ce on leur insuffle et mais j'ai des enfants, j'ai 3 enfants et très différents tous les uns des autres. Mais ouais, ma première, elle va à fond là-dedans, en fait. Et donc du coup, bah, déjà mes enfants, je leur parle en anglais depuis qu'ils sont nés, donc ils sont déjà anglophones et francophones. Après je suis allé c'est des choix, hein, c'est des sacrifices, hein, mais je suis allé les inscrire dans des, ça s'appelle theinventor.io, donc des clubs d'inventeurs, à Londres pendant les étés, donc ils font des summer camps où ils vont faire de l'électronique, du travail du bois, avec des aimants, enfin plein d'expériences en fait. Et en plus de ça, ils sont dans un environnement anglophone, donc c'est génial. Ils commencent à développer leur réseau alors qu'ils ont 7, 8, 8 ans, et ils créent. Et donc ça, c'était la première étape, parce qu'on est sur du matériel. L'humain n'est pas capable de créer du virtuel tant qu'il ne crée pas du matériel. Donc il faut qu'il joue avec des Lego, il faut qu'il construise des choses. On peut pas demander à un enfant d'être créatif sur un ordinateur s'il n'a pas, à un moment donné, créé des choses Oui, parce qu'il y a une matérielles. création d'une logique aussi derrière, des choses. Complètement. Et le virtuel est plus compliqué à assimiler pour l'être humain, hein. Il faut déjà qu'on projette quelque chose euh, de tangible avant de pouvoir l'imaginer derrière un écran, hein. Mais ça a fait son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, là, évidemment, je mets de l'IA dans les mains de mes enfants. Alors ça a commencé avec ChatGPT où on est ensemble, où je dis tiens vas-y pose tes questions parce que les enfants posent plein de questions. Alors l'idée c'était de répondre à tous ces pourquoi. Donc on met en mode vocal le ChatGPT. Mais en fait, l'enfant, il en demande plus. Il dit: «Ouais, mais j'ai tant» et puis en fait, t'es pas tout le temps disponible et t'as pas envie de leur passer ton téléphone. Et donc c'est de là qu'a été l'origine de l'autre projet dont j'ai toujours pas commencé à parler, qui s'appelle Le Kids. D'ailleurs, je suis passé sur BFM il y a 1 mois et demi. Et Le Kids, c'est une application d'IA pour les enfants. Donc c'est le ChatGPT pour les enfants sous le contrôle des parents. Autrement dit, le parent, il crée le compte pour soi, et ensuite il crée des profils pour ses enfants, et ensuite il peut l'installer sur la tablette de son petit, et smartphone si jamais il a commencé à avoir un smartphone. Bon, évidemment, il faut que ces tablettes et smartphones soient sous contrôle parental, ça me paraît une évidence, mais c'est bien quand même de le rappeler. Mes enfants n'utilisent pas Internet, ils savent ce que c'est Internet vite fait, mais ils ont jamais utilisé Internet. Ils utilisent par contre des applications spécifiques que j'ai choisies et qui ont un but précis. C'est quoi ta vision, du coup, justement, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce on a dit, les enjeux d'adaptabilité, se préparer et tout ça. C'est quoi ta vision, donc peut-être pourquoi tu as créé, le Kids? Et qu'est-ce que tu vois que ça peut comment tu vois que ça peut aider donc tes enfants et puis d'autres enfants, grâce à ça? Alors, je pense que l'être humain et les enfants sont limités par leur environnement et par leurs parents. On est tous égaux, avec le même cerveau, avec des capacités qui sont globalement les mêmes, et on a même vu des gens qui avaient des capacités limitées qui ont fait des choses absolument extraordinaires. Donc je pense que la biologie de qui nous sommes importe peu. La seule chose qui va faire la différence, c'est l'environnement. Et ce qu'on y met et comment on nourrit. Donc évidemment, l'état d'esprit des parents, enfin, s'ils sont positifs, s'ils vont aider leurs enfants à grandir ou au contraire les rabaisser.
Donc l'éducation joue une part, je veux dire, c'est 80% de ce que sera capable de faire un enfant, hein. Enfin, c'est des chiffres que je sors comme ça, mais c'est mon feeling. Je Et suis d'accord. ouais, Je ouais, le, je le vois, je le vois tout le temps tu vois, je vais revenir au coaching, mais en fait, tu vois les blessures que les personnes ont, et derrière blessures, c'est ce qui les empêche d'aller vers ce qu'ils souhaitent. C'est dû à 100% à ce qu'ils ont ancré par rapport à leur environnement et par rapport à l'éducation qu'ils ont eue. c'est C'est ça. Donc, il faut que les parents, pour moi, aient un minimum de parentalité. Et je pense que la parentalité, quand je dis parentalité, c'est un peu la parentalité positive, ou peu importe les courants que vous suivez, mais il faut que vous soyez conscient de l'éducation que vous apportez à vos enfants, des biais qui peuvent subir derrière chaque parole, de faire culpabiliser un enfant, etc. Enfin, atteindre leur confiance en eux. Enfin, c'est les trucs classiques en fait, mais que l'on revoit, qu'on prend conscience aujourd'hui, que l'on a dans beaucoup d'adultes, et et qu'il ne faut pas reproduire chez les enfants en fait, et que malheureusement 90% minimum des enfants d'aujourd'hui vont continuer à perdurer parce que les parents n'ont pas cette conscience de ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire évoluer. Et au-delà de ça, un enfant est curieux. Un enfant, il va ouais, chercher à comprendre la vie autour de lui et il va avoir des tonnes de pourquoi. Et du coup, comme le parent n'est pas là, ou l'éducateur n'est pas là, ou n'a pas la réponse, et ben ces pourquoi-là resteront sans réponse et donc ça n'ira pas chercher plus loin. Alors que si on est capable de fournir les réponses à tous ces pourquoi, mais c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire ce que l'on peut créer dans un enfant et les ressources qu'on peut lui apporter, la connaissance qu'on peut lui apporter. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le Kids. C'est parce qu'en fait, on est capable de créer une IA qui est le prolongement du parent, qui va pas faire des choses qui iront contre les règles du parent, puisque c'est le parent qui va dire tu es une IA qui répond à si tel sujet est interdit, par exemple. Typiquement, des sujets, des trucs bêtes, hein, mais moi, les Pokémon, j'ai pas envie que ma fille elle discute Pokémon avec une IA. Ah, ça va pas la faire évoluer. Donc en gros, tu dégages les sujets qui sont inutiles, et en fait, l'enfant a accès à tout ce qu'elle veut. Et, euh, et donc, elle part dans un processus où bah, il y a un truc qui l'intéresse, elle veut parler espagnol. Alors, il y a des trucs récents, ma fille, elle s'est dit, tiens, je veux parler quelques mots espagnols. Et ben hop, elle demande à l'IA, tiens, comment on dit ci, comment on dit ça, crée-moi des phrases inspirantes en espagnol. Nanana. Et donc, elle se crée un petit carnet de toutes les phrases qui l'intéressent en espagnol. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire parce que moi, en tant que parent, je ne parle pas espagnol, j'aurais été incapable de lui fournir quoi que ce soit, encore moins incapable de lui prononcer quelque chose. Et l'enfant, il est curieux, il a envie d'apprendre quelque chose, hop, instantanément, euh, on lui fournit, alors c'est là la subtilité, on ne lui fournit pas forcément tout sur un plateau, on va l'aider à apprendre. Donc si c'est une langue, bah, évidemment, on va lui fournir la langue, mais on va pouvoir le challenger derrière. Mais par contre, si c'est quelque chose qui peut déduire, et c'est là où il faut entraîner une IA, et c'est d'où le but de le Kids, c'est d'apprendre à l'IA à dire ne donne pas la réponse, aide l'enfant à aller la chercher. Donc apprendre un mot en espagnol, évidemment, il ne va pas le sortir du chapeau. Par contre, un travail de maths ou un devoir, hein, l'enfant qui va chercher à pomper en disant tiens, fais-moi mon problème, bah, l'IA, enfin en tout cas celle que j'ai créée, ne va pas répondre et va pas donner les réponses. Ou elle va accompagner l'enfant à aller les chercher et expliquer les choses ou créer un devoir similaire. Si tu lui demandes une opération, elle va donner une autre opération ou éventuellement elle va t'expliquer comment arriver à cette opération-là. Et c'est là où l'instantanéité de se dire je veux la réponse tout de suite, qui est ce que veut l'être humain quand il veut bosser, pour un enfant, c'est pas la même IA, c'est pas les mêmes comportements qu'on veut. On veut une IA qui va être là pour éduquer, apprendre à l'enfant à aller chercher la réponse par lui-même. Et c'est pour ça que voilà, j'ai créé ce projet. ah, j'ai plein de questions. Vas-y. Euh, du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça demande quand même une forte implication des parents. Ça Quand je... demande... Non, 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 je suis pas d'accord. Ça demande une prise de conscience des parents, un lâcher-prise, et de se dire, je sais que je suis pas le parent parfait, et je peux me faire aider par une IA qui va être mon prolongement. Et donc, c'est une étincelle, c'est donner et mettre dans les mains de l'enfant un outil
que l'enfant va pouvoir exploiter. Il n'y a pas besoin de savoir s'en servir, en fait. Il n'y a pas besoin d'être un cadre en ChatGPT pour donner Oui. un outil à un enfant. Oui, d'accord. Non, quand je dis implication, c'est pas une implication technique, c'est une implication Prise de d'avoir décision. conscience de ça Mm. Oui. et de dire, ok, ce que tu disais, je veux le meilleur pour mon enfant et je vais là-dessus, tu vois. Et euh, toi, tu crées avec cette conscience de si mes enfants, je leur donne un outil qui va les aider à apprendre, ça va être bénéfique Mm. pour eux. Oui. Euh, Comment les choses se passent pour des parents qui se disent bah non mais en fait on va pas se faire chier à passer un quart d'heure à apprendre un truc alors qu'ils pourraient avoir la réponse tout de suite et qui vont utiliser un autre outil qui donne une réponse tout de suite. Non, la réponse, on s'en fout. Parce que demain, de toute façon, on a accès à la connaissance. On a déjà Internet, on a aujourd'hui des IA qui sont capables de répondre en une quart de seconde. Donc la connaissance, on s'en fout. Par contre, ce qu'il faut, c'est développer notre cerveau, et d'autant plus le cerveau d'un enfant. Pourquoi depuis des générations on apprend des poésies? C'est pas pour le principe de se retenir les poésies, c'est pour exercer le cerveau à mémoriser les choses, à aller chercher les choses, à créer. Et donc, toute cette logique d'apprentissage, elle n'est pas sur le tangible de ce que l'on va réellement apprendre, parce que peut-être que 80% des choses qu'ils vont apprendre, ils s'en souviendront même peut-être pas. Mais par contre, c'est la logique de faire grossir alors je suis pas un spécialiste du cerveau, mais de développer ces fameux neurones là et ce réseau hein, qui font que une personne aura des capacités qui seront meilleures qu'une autre à l'âge adulte. Ouais, c'est développer nos capacités cognitives et les personnes qui disent du coup que l'école l'enseignement en tout cas est dépassé. Tu trouves ça juste ou pas? Parce que si on part du principe que l'enseignement est là pour nous apprendre à raisonner, finalement, est-ce qu'il est si dépassé que ça? Oh, aujourd'hui, il est archaïque. Je pense qu'il y a déjà des gens qui avaient compris comment fonctionnait l'apprentissage. Je pense à du Montessori, etc. Il y a une centaine d'années. Le fait que l'on reste sur des programmes très scolaires, asseyez-vous, taisez-vous, on Avec va très faire peu ci, d'activités très physiques, peu très peu d'ateliers, très peu de... En de fait, c'est ce que je disais manuels. tout à l'heure. Ton cerveau, il a envie d'apprendre un truc quand il est curieux. Tu vas dans un pays, tu découvres, ah tiens, c'est intéressant ça. Et donc tu vas découvrir une culture. Mais qui, le matin, va se dire, tiens, comment est-ce qu'ils vivaient les Apaches ou comment est-ce qu'ils vivaient les Incas? Enfin, il faut que tu aies une étincelle qui t'amène à être curieux et c'est à ce moment-là que tu apprends quelque chose. On va pas t'asseoir en te disant, bah ok, aujourd'hui, on va apprendre telle théorie. Et en fait, c'est malheureusement ce qui se passe au quotidien dans les écoles de nos enfants. Donc je pense que, bon, bah, j'ai pas pour prétexte et ni ambition même de moi-même changer le système scolaire. Je pense qu'il va devenir de toute façon caduque rapidement parce que la connaissance, voilà. Je pense qu'il est plus qu'essentiel de compléter l'éducation qui est faite au niveau des enfants. Alors oui, ils apprennent à lire, à écrire à l'école, c'est un strict minimum, mais ça ne suffira plus et il faut compléter ça. Et pour moi, il va falloir leur apprendre à diriger. Pourquoi leur apprendre à diriger? T'orientes quoi par diriger? J'y arrive. On a une société où aujourd'hui, on avait, allez, je sais pas, 20% de managers, le reste était des exécutants. Et les exécutants faisaient les tâches qu'on leur apprenait, ils faisaient des formations et ils faisaient le même boulot tous les jours. Bon. Les exécutants vont devenir des robots. Donc, on aura de moins en moins d'exécutants. Ce qui veut dire que les formations qu'ont nos managers, que ce soit en termes de leadership, en termes d'évaluer et de créer des procédures, évaluer une qualité, etc., ce sont ces capacités-là qui aujourd'hui sont chez les managers, et malheureusement quasiment que uniquement. Et c'est ces capacités qui font qu'un humain va encore être capable de créer de la valeur. Ceux qui n'ont pas ces capacités-là seront caduques. Ils ne créeront pas de valeur, donc auront revenu universel et c'est tout. Et plié. Donc il faut créer forcément, si on veut donner de l'avenir à un enfant, il faut créer un enfant qui va être un manager. Un manager pas d'humain, ou peut-être encore un peu pendant quelques décennies, mais majoritairement d'IA, puisqu'il va être capable de diriger une entreprise, diriger, créer. J'espère en tout cas que l'humain restera en haut de la pyramide de ces entreprises-là, et il va pouvoir diriger et guider
tel ou tel business ou telle entreprise dans telle ou telle direction. Et après, avoir des exécutants. Sauf que l'école actuelle ne forme pas des managers. C'est plus tard, et malheureusement trop tard, que on les transforme en leaders, en leadership, enfin, on crée du leadership, etc. Des Et expériences, des choix de carrière. voilà, etc. Mais ça représente un petit pourcentage de la population. Et je pense que si on veut créer une humanité qui se développe, il va falloir créer une plus grande humanité de leaders. Et du coup, est-ce que ton ambition, donc tu disais que c'était pas de changer l'éducation, mais avec le Kids, avec ton app, est-ce que c'est d'aller dans cette voie-là finalement? C'est redonner à l'enfant le libre arbitre de décider de la vie qu'il veut et de ce qu'il a envie d'apprendre. Sous le contrôle des parents et évidemment avec des garde-fous, hein. Mais tu es intéressé par un sujet, vas-y, pose la question. Et si s'intéresse à Pokémon, pourquoi ne pas le laisser à... Et ben, la société fait qu'il va s'intéresser à Pokémon parce que les copains à l'école en parlent. Et ben, qui s'amuse avec les copains, ça donne un sujet de sociabilisation. Très bien. Mais à la maison, aucun intérêt. Et ça, c'est mon choix. C'est mon choix, Ouais, je comprends. comme le fait que je n'ai jamais donné de jeux vidéo à mes enfants. Mes Ouais, enfants oui. n'ont jamais joué à un jeu vidéo, sauf récemment, ceux qu'ils ont créés. Ok. Oui, du coup, il y a quand même l'idée du coup, pour revenir à l'implication des parents, finalement, les parents, l'idée, c'est qu'ils restent libres de dire, bah, tel sujet, c'est OK ou c'est pas OK, et qu'ils aient Oui, quand même complètement. un contrôle derrière. Ouais. Hmm. OK. Euh, j'aimerais, ça fait combien? Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, Amaury. J'aimerais parler un peu de biohacking, parce que, bon, ça sort peut-être un peu de ce qu'on a abordé là, mais encore que je suis pas complètement sûr. Parce que c'est un sujet, je sais, qui te passionne. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Et je trouve que c'est quand même très lié à cette idée de l'IA, l'éducation, l'évolution de notre société, de nos modes d'action et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce que le biohacking et pourquoi tu t'y intéresses? Le biohacking, de ma vision, c'est l'augmentation de la performance de l'être humain. Alors, performance et longévité. Donc, ça passe par plein de choses. Je vais faire un vernis rapide, hein. Le biohacking, c'est de quoi notre corps a besoin et comment est-ce qu'il peut tourner au mieux de sa capacité. C'est comme une voiture. On va chercher à mettre la meilleure huile dedans, faire le meilleur entretien dedans, faire le meilleur rodage quand il est gamin, etc. Techniquement parlant, les pratiques que j'ai mis en place il y a déjà très longtemps, hein. Les douches froides, quasi quotidiennes. Alors c'est vrai qu'en hiver, on y fait un peu L'hiver, moins, ça pique un peu plus. mais je continue à le faire, hein. J'en fais minimum 3, de 3, ouais, 3 par semaine. La nutrition est juste essentielle. Euh, donc bon, c'est apprendre à mesurer le sucre. Déjà, ça c'est un truc. Si on peut enseigner une seule chose à un enfant, c'est mesurer pas combien de sucre, mais qui quantifie qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas en termes de sucre. Tout le Quand tu dis reste, le on s'en sucre, fout. t'englobes les pâtes, tous les sucres ou vraiment le sucre raffiné, hein? Mes enfants n'identifient pas les pâtes comme du sucre parce que Ouais, ça reste ouais. un sucre lent, ça reste des féculents et c'est pas quelque chose qui va faire des gros pics et des gros crash de glucose derrière. Non, c'est toute la nourriture qu'on peut avoir dans des gâteaux, dans des bonbons. Bon, nous, les bonbons, ils en mangent quasiment. Que quand ils sont invités à 2, 3 anniversaires où ils arrivent à tomber dessus, c'est très rare. On les éduque, rien n'est interdit. En fait, tout est question d'équilibre. Rien, on interdit quasiment rien. C'est juste qu'ils aient conscience. Aujourd'hui, ils arrivent, ils disent ah, je peux prendre combien de carrés de chocolat? Mais en fait, je dis mais décide en fait. Décide. Il faut créer des enfants qui soient capables de prendre des décisions. Comment tu fais Et ça? je leur donne les impacts en fait. Je leur dis ça, c'est pas bon pour la santé. Point. Enfin, c'est ta vie. Aujourd'hui, j'essaie de t'éduquer ce qu'il veut. Demain, tu feras ce que tu veux quand tu seras dans ton appartement. Si tu veux te bouffer un paquet de bonbons d'un coup, tu le feras. Mais ce sera pas bon pour toi en fait. Puis derrière, tu vas être complètement mou. Enfin, si tu, et en fait, c'est un modèle. Et il me voit manger quasiment. Enfin, il me voit jamais manger de sucre. Jamais. Euh, si je mange 3 bonbons dans l'année, c'est le Pérou. Je mange beaucoup de chocolat, du 85, 90, 95%. Je mange beaucoup de chocolat tous les jours. Je mange du chocolat et j'adore ça.
Et l'idée, c'est de trouver un certain plaisir. Donc c'est montrer aux enfants qu'est-ce qui est efficace, et qu'est-ce qui fait que, bah, on est endurant, on fait du sport, on est en pleine forme, on est capable de tomber des montagnes. Enfin, je veux dire, on on fait en plus de ça, de mon boulot d'IA, je fais aussi de la rénovation, j'adore fabriquer de mes mains. Moi, pour moi, construire des meubles en bois, machin, enfin, j'ai ma scie circulaire qui est à la pièce à côté, enfin, j'adore créer, j'adore faire plein de choses et ils voient comment je m'éclate à faire tout ça. Et donc, pour moi, il faut vivre sa vie comme on le sent et il faut nourrir notre corps pour aller au bout. Donc, on était sur le biohacking. Je recentre un peu le sujet, sinon je pars dans tous les sens. Mais c'est Euh, intéressant, vas-y, hein. le, euh, le biohacking, c'est nourrir notre corps par la nutrition, les douches froides parce que ça développe énormément de choses, ça a énormément de bienfaits, que ce soit physique et surtout mental, parce que ça enseigne à notre corps la résilience, ça enseigne à notre corps que malgré la difficulté, il faut y aller, parce que on sait que c'est bon pour notre corps humain, donc on y va. Et comme tout projet, hein, on a envie de faire un projet, ah ouais, mais finalement c'est dur, ah ouais, mais on sait pas faire, ah mais tu crois que je vais y arriver? Non, en fait, on va sous la douche, tac, ah, c'est, Combien de c'est, temps la douche? ouais, c'est une douche normale en fait, hein, une douche de 2 minutes. Hein. Enfin, c'est pas je démarre à l'eau chaude et je finis à l'eau froide. Non, c'est une douche. Soit je la fais toute froide, soit je la fais normale, quoi. Mais donc oui, c'est le temps de se savonner, de se laver les cheveux, voilà. Hein. Donc 2 bonnes minutes. Mais en fait, on s'y habitue. Et pareil, on développe des capacités. On peut hyperventiler au début. Et l'hyperventilation, bah, on entend encore des techniques de biohacking. C'est du Wim Hof, qui est on respire, on va être capable d'apporter à notre corps humain de l'oxygène dont il a besoin au quotidien, parce qu'on ne s'oxygène pas suffisamment. Et les activités physiques. Donc ça passe par du sport, ça passe par du yoga, du pilates, de la méditation, de l'hyperventilation, de la nutrition et du complément alimentaire. Quand je suis allé aux États-Unis il y a quelques années, j'ai fait des tests ADN, etc., pour savoir qu'est-ce que mon corps ne produit pas suffisamment comme complément. Et aujourd'hui, j'ai mon protocole tous les jours, tata, j'ai mes cachets. Alors, on pourrait dire que je suis malade parce que je prends 3-4 cachets par jour, mais en fait non, je m'assure juste d'avoir un corps qui fonctionne au top. Et ça permet d'être super en forme et que ce soit physiquement, cognitivement et de vivre la vie pleinement en fait. Donc voilà, le biohacking pour moi c'est un support, c'est une possibilité aujourd'hui pour l'être humain de vivre une vie à fond, pleinement et on l'espère encore plus longue que nos ancêtres puisque normalement on aura fait pas trop de mal à notre corps. Et du coup, tu penses que c'est indispensable de s'intéresser à ces sujets quand on voit la perspective de l'IA, de ce qui arrive? Parce que tu vois, l'impression que j'ai, c'est tout à l'heure, on disait dans le côté, l'IA va faire plein de choses qu'on fait aujourd'hui. Et que du coup, peut-être que l'enjeu d'être en bonne santé, d'avoir un corps où on se sent bien, ce que j'entends aussi, ce que tu pas dit, mais il y a l'aspect physique et physiologique, il y a aussi l'aspect peut-être émotionnel, avec, on sait comment ça fonctionne le cerveau, quand tu es en déficit de certaines choses, bah, tu es plus déprimé, enfin, il y a plein de trucs qui se jouent, et du coup, l'enjeu, c'est aussi d'être très conscient, d'être en bonne santé, pour pouvoir être à même je vais dire de commander, je sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas d'utiliser l'IA au, au mieux, peut-être, je sais pas comment le qualifier. Je pense qu'on n'est pas en compétition avec l'IA, on est là pour faire merger, fusionner et utiliser le meilleur des deux, de l'humanité et de l'IA. On va de toute façon être moins bon qu'elle. Donc l'idée, c'est simplement être le meilleur humain qu'on puisse être, et puis on utilise les outils du mieux qu'on peut. Euh, donc, je pense il y a une question de compétition par rapport aux autres humains en fait. Et un marché, et puis l'argent fait que bah, tu vas produire en fonction de la valeur que tu apportes aux autres. Pour moi, c'est ça. Hein, il faut apporter de la valeur aux autres. Euh, donc, bah, plus tu vas apporter de la valeur aux autres, plus tu auras une vie confortable, plus tu auras la liberté de voyager, de te faire plaisir, de faire plein de choses, et une vie riche dans tous les sens du terme. Et moins tu feras ce travail sur toi-même, je pense qu'on te privera de certaines libertés à un moment ou à un autre de toute façon, et la liberté, elle sera privée par les moyens financiers. Et donc tu auras une vie
plus limité, si ce n'est médiocre en fait, parce que tu n'auras pas exploité et vécu tout ce que tu aurais pu vivre. Et je trouve ça sacrément dommage. Et en même temps, tu peux pas avoir 8 milliards, hein, peut-être bientôt 9 milliards d'êtres humains qui vivent à fond parce qu'en fait, notre planète, elle va être explosée. Donc je pense va falloir trouver un équilibre et je ne sais absolument pas comment cet équilibre va être trouvé. J'ai pas Oui, la... parce qu'il y en a plein qui disent ça, qui disent si on laisse à l'IA le soin de se dire comment on rééquilibre l'environnement, peut-être que la solution c'est de supprimer la moitié des humains, tu vois. Il y en a plein qui disent ce truc-là, donc c'est aussi, Qui je disent, trouve, oui, qui disent, non mais oui, oui, c'est malheureux, mais c'est un raisonnement mathématique en fait. Notre planète n'a pas la capacité d'aller au-delà, alors on ne sait pas exactement, mais 12, 15 milliards d'êtres humains. On y en tout cas sera dans dans nos un... modes de vie actuels. Hmm. Ben, regarde, si on compare par rapport à quand nous sommes nés, on fait x2. On double la capacité, le nombre d'êtres humains tous les 40 ans. Bon, que nous, on sera déjà au maximum de la capacité d'être humain. Donc, on a un vrai problème en fait. Soit il va falloir limiter les naissances, soit il va falloir à un moment donné contenir pour pas qu'on soit trop nombreux sur cette planète. Et si demain tu te dis, ben, l'être humain, il a tout son temps, il est qu'en vacances toute l'année parce que les robots font tout, en fait, l'être humain, il va faire quoi? Il va passer son temps à se faire plaisir, à faire des enfants, et c'est malheureux, mais c'est contre la possibilité et la capacité d'évolution de notre humanité. Alors peut-être que l'IA nous aidera à trouver d'autres choses, à s'installer sur Mars, à aller sur d'autres planètes, à voyager plus vite, j'en sais rien. Là, on parle là, plus que ça, Ouais, une spéculation, et je pense qu'on le verra peut-être pas nous-mêmes, mais le problème est là, et je n'ai pas les réponses. ouais. Et est-ce que finalement la vie était pas plus agréable quand on passait la journée à labourer notre champ, qu'on Là, rentrait elle était traire plus notre équilibrée. vache? Parce que tu vois, il y a, tu vois, bon, ça a guidé un peu certains raisonnements dans notre échange, mais tu vois, c'est toujours, souvent j'ai l'impression qu'on se pose toujours la question de plus, 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 tu vois. Et moi, je revois, je vais pas parler de ma grand-mère, mais parler de mon grand-père, ce coup-ci, de l'autre côté, mon grand-père paternel. Et je me souviens, il devait avoir 80, il est décédé à 98 ans. Et ça devait être 10, 15 ans avant. J'étais petit et je lui dis, on discute, machin. Et il me dit, ah, moi je pourrais. Non, je lui dis, t'as pas peur de la mort? Il me dit, moi je pourrais partir n'importe quand parce que j'ai une belle vie et je suis hyper heureux. Il a encore vécu 10, 15 ans de plus. Et en fait, il avait une vie qu'on pourrait qualifier de chiante et ennuyeuse aujourd'hui, qui était extrêmement simple. Il avait son potager. Il devait y passer 5 à 6 heures par jour à entretenir ses légumes, ses salades, ses machins. Il prenait son vélo, il allait ramasser des crottes de lapin dans la garrigue pour revenir et puis pour faire Mettre du en anglais. fumier. Ouais. De mai à octobre, en vélo, pareil, il allait à la plage pour faire trempette, ramasser quelques moules. Il revenait, il mettait ses moules dans de l'eau pour les dessaler, les machins et tout ça, tu vois. Il avait une vie qu'on pourrait qualifier de chiante aujourd'hui, mais moi, c'est une vie qui m'inspire parce que c'est pas une vie qui est guidée par le toujours plus, par le fantasme de accéder à mieux, mieux, mieux. Et finalement, j'ai l'impression que derrière, quand il disait, bah, je pourrais partir n'importe quand, j'ai une belle vie, il y avait un côté de ah, se satisfaire un petit peu de ce qui est présent. Euh, c'est pas une vie facile parce qu'il n'y avait pas accès à tout ce qu'on a aujourd'hui, tu vois, mais c'est des questionnements que je pourrais avoir aujourd'hui pour rééquilibrer un peu les choses. Parfois dans ce fantasme du toujours plus, de l'IA. Qu'est-ce que c'est la vie en fait finalement et qu'est-ce qu'on veut? Euh, alors, je vais Et qu'est-ce qui partager rend ma heureux propre aussi vision. peut-être, hein? Moi, je vais partager ma propre vision. Euh, pour moi, une vie bien remplie, c'est de faire ce qui nous plaît. Euh, personnellement, je passe ma vie à faire ce qui me plaît. Que ce soit au niveau boulot, avec tout ce qui au niveau IA, ça cogite dans ma tête et j'adore ça. Euh, c'est créer, en fait, hein, c'est inventer. C'est retaper, bricoler, faire bricolage parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et que je partage avec mes enfants. Mon fils de 4 ans me branche les prises électriques, hein. Il sait câbler une prise, hein. C'est trop extraordinaire. Enfin, je suis trop fier, quoi. C'est trop marrant. Et, euh, et c'est aussi, en effet, se reconnecter à des choses très simples.
Et aujourd'hui, moi, je vis dans la montagne, dans un village de 100 personnes, et la vie est belle. Je veux dire, rien de tel que, une fois que tu as fait des trucs de malade sur ton ordinateur, programmer des IA, des agents, machin, pof, tu sors, tu vas courir un coup, tu es au milieu des bois, t'as personne, tu vois des chamois ou des machins. C'est juste extraordinaire. Et pour moi, on peut profiter de la vie, des choses simples de la vie, des moments avec tes enfants, à faire un jeu, à faire des trucs top, et en même temps vivre de son temps. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens un peu radicaux qui vont dire oui, mais non, la technologie, nanana. Le nombre de parents à qui je dis ah ben je fais de l'IA pour les enfants. Ah non, non, moi, pas avant 18 ans, je leur donnais pas de smartphone. Mais tu veux faire quoi, des hommes préhistoriques ou quoi? En fait, il faut éduquer. Plus tôt tu démarres à mettre des. Alors, en toute proportion gardée, hein, mais plus tôt tu démarres à mettre une tablette dans les mains d'un enfant à partir de 6-7 ans, une tablette qui est verrouillée, où il y a que une ou deux applications dessus, mais qui vont lui apprendre certaines choses, mais au mieux il se portera, parce qu'au mieux il saura utiliser. Quand il va arriver au collège, les gens qui se disent ouais, oh, je voulais jamais lui donner accès à un smartphone, mais on a été obligé au collège. Mais du moment où c'était totalement interdit et du moment où paf on l'autorise, et ben alors là l'enfant c'est là qu'il va faire des conneries. Il sait pas quels sont les dangers, il ne comprend pas comment ça marche, il n'en voit pas les. Enfin, et si jamais il n'a pas de téléphone, machin, il est exclu. C'est comme s'il a le droit d'aller à la récré, mais il n'a pas le droit de parler aux Oui, autres. un enjeu social pour l'enfant aussi, L'enjeu social passe d'appartenance au énormément. groupe et ouais. Et je veux dire, aujourd'hui, les gamins, ils se donnent rendez-vous sur Snapchat ou sur WhatsApp ou j'en sais trop rien. Mes enfants n'ont pas de smartphone, évidemment. Pour moi, ils sont encore trop jeunes. Ma fille a 11 ans, elle n'a pas besoin. J'imagine qu'au collège, elle va en avoir, mais accès. Mais de toute façon, c'est la même chose que la tablette qu'elle a accès aujourd'hui. Quelques applications extrêmement pointues et précises et choisies que j'ai mis dans son outil. Je contrôle, je sais ce qu'elle fait. Elle aura à un moment donné certainement son jardin secret où elle pourra faire ses trucs. Voilà, déjà aujourd'hui, ses notes, elle écrit tout ce qu'elle veut dessus, je ne vais pas y chercher. C'est sa vie, c'est comme un journal intime, voilà. Mais il y a certaines choses, dès que ça interagit avec le monde extérieur, où je veux conserver un droit de regard en tant que parent, pour la protéger. Et ça va être comme ça, progressivement, jusqu'à ce qu'elle apprenne quels sont les dangers du numérique. C'est pas les dangers que du numérique, mais les dangers des autres au travers du numérique. Intéressant. Amaury, on arrive à la fin du podcast. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager ou un point que tu aimerais réappuyer? Peut-être que les personnes retiennent ou quelque chose que tu n'as pas pu aborder qui est important. Je pense que ce qui peut résumer, c'est il faut choisir un équilibre. Euh, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants. Un équilibre par rapport au monde dans lequel nous vivons. Le monde va à une vitesse extraordinaire, beaucoup trop rapide par rapport à la capacité de l'être humain. Donc, l'être humain n'a pas le choix que s'adapter. Nous sommes donc dans une course qui est lancée. Ceux qui accepteront de courir et de faire ce marathon, hein, je pense qu'ils s'en prendront d'autant mieux. Ceux qui se diront non, moi je vais à contre-courant et je veux vivre à l'âge de pierre, certainement s'en porteront aussi bien pendant quelques temps, mais voilà, je ne suis pas sûr que leurs enfants et leurs descendance iront dans la bonne direction. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et tout en cherchant à avoir un équilibre. Utiliser au maximum l'IA, je pense qu'il faut se former parce que de toute façon, les métiers de demain, ceux qui seront piloter des agents IA continueront d'être en activité. Ceux qui ne seront pas dirigés se retrouveront au revenu universel. Je pense que le mot chômage va être renommé bientôt en revenu universel. Et pour vos enfants, donnez-leur accès, laissez-leur utiliser l'IA. Il faut qu'ils utilisent l'IA. Si vous voulez faire du plus simple, faites ChatGPT, mais par contre, regardez quand même ce qu'ils font. Essayez mon application Le Kids. Pour l'instant, elle est encore en essai gratuit, encore quelques temps. Et après, il y aura un abonnement, mais je veux dire, comme tout. Et je pense que offrir l'accès à l'IA à un enfant, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire aujourd'hui. Parce que ça va lui permettre de se développer, de développer ce qu'il a envie, de développer la créativité, d'aller chercher les ressources qu'il a au fond de lui et de les nourrir d'une manière que, de toute façon, nous, en tant que parents, on n'est pas capable de faire et qu'on n'a pas la connaissance.
Je pense que c'est le plus beau cadeau. Voilà. Et après, ben, si cette discussion vous a inspiré, ben, n'hésitez pas à me suivre sur les Ouais, réseaux. j'allais te demander, les personnes, elles peuvent te retrouver où? Je communique de plus en plus sur LinkedIn. Enfin, j'ai toujours été sur LinkedIn, donc je pense que LinkedIn reste quand même mon réseau principal. J'essaie d'être sur Instagram, j'essaie de répondre sur Instagram, pas de manière très réactive, mais voilà, j'y travaille. Et de toute façon, pour le Kids, pour continuer à développer Bientôt, tu cette auras une IA qui initiative, répondra à ta il faut, place. voilà, il faut que de toute façon, je continue à produire plus de contenu. OK. Je mettrai les liens, en description de l'épisode. Merci Amaury, merci pour Avec tous grand ces plaisir, merci partages. pour Je me l'invitation. suis je me suis restreint parce j'aurais aimé partir dans plein de Ouais, directions et tout, mais peut-être qu'on on aurait fera pu y passer la journée, je pense. ouais, on pourra peut-être refaire un épisode dans 2-3 ans, je sais pas, ou peut-être dans Avec moins grand que ça. Ça plaisir. aura à mon avis, ça aura bien évolué. À la vitesse où ça va, Heu, dans 6 mois, on peut se reparler. ouais, c'est ça. Merci beaucoup Amaury et puis à très, très vite. Merci pour l'invitation, à bientôt. À bientôt.